Passer au troisième volet de notre échange. Je ne sais pas si Int El Idrissi, oui, Int El Idrissi est avec nous. Daniel Lenoir également. Daniel Bonjour. Lenoir, dont on ne présente plus le parcours extrêmement riche dans la sphère sociale française. Je crois que tu étais directeur général de 6 agences différentes. Ou 5, ou 6, ou 7. 6, voilà. Ce n'est pas que des agences. Un peu des agences, mais enfin… Il y avait d'autres choses. Voilà, d'autres choses. Et parmi tes multiples casquettes, il y a le fait d'être directeur du pôle numérique et Europe sociale de le plus important. Et c'est à ce titre que tu vas nous présenter quelques-unes de nos propositions sur le sujet. Et nous avons donc aussi Int El Idrissi pour répondre et discuter. Int, qui est fondatrice et CEO d'une plateforme WeMind, elle nous donnera 2 mots, et qui est également cofondatrice du syndicat indépendant.co, premier syndicat historiquement de travailleurs indépendants. Je te laisse la parole. Il nous reste à peu près 40 minutes avant de clore cette conférence débat. D'accord. Ben, bonjour à tous. Alors, bonjour à ceux qui sont ici, qui sont peu nombreux, et bonjour à ceux qui sont à distance, et bonjour surtout à Inde, avec qui je vais échanger. Alors, on a publié il y a 2 ans, c'était avant le Covid. Oui, avant le Covid, une éternité. Entre-temps, ouais, c'est presque une éternité, une brochure à laquelle j'avais contribué, mais je n'étais pas le seul, qui s'appelait Vers une union sociale pour donner un avenir à tous les Européens. Ça, c'était le sous-titre. Quelle réponse aux défis sociaux de l'économie numérique? Tu es gentil, alors tu me quittes là. Tu es gentil de dire que je suis directeur du pôle Europe de le plus important, mais depuis 18 mois, je ne l'ai pas fait beaucoup. Je vais quand même le dire parce que j'ai été touché par le Covid et après, en est suivi un Covid long. Alors, je le dis parce que ça explique mon absence d'un certain nombre d'endroits, dont le plus important, mais aussi d'autres. Et puis aussi le fait que j'ai dû me replonger, mais finalement avec un certain bonheur, dans le travail que nous avions fait. Alors, je ne vais pas présenter les 12 propositions que nous avions faites à l'époque. Nous les avions regroupées autour de 3 axes. Je vais plutôt mettre en exergue l'une d'entre elles et surtout développer ce qui s'est fait depuis, et puis ajouter non pas un 4e axe, mais une dimension qui était un peu absente, à part sur une partie, et qui depuis est devenue extrêmement importante, de ce qu'on appelle classiquement l'Europe sociale. Moi, je m'inscris dans la ligne de ce qu'avait engagé Jacques Delors à la fin des années 80 avec ce projet d'Europe sociale, dont je considère que le bilan est, enfin, à vrai dire, assez limité. Ça n'est pas lié à Jacques Delors, mais c'est lié à la dynamique de l'Union européenne. Et le Covid a fait apparaître une exigence avec une forte demande et des populations, mais aussi des États, et finalement maintenant portée par la Commission européenne et par le Parlement européen, d'une dimension de l'Europe sociale qui jusqu'à présent était très limitée. La caméra est là, d'accord. Mais je ne savais pas, donc je ne savais pas qui regardait. Bonjour à la caméra. Donc, très limitée, qui est l'Europe de la santé. Alors je développerai un peu, enfin, c'est quasiment absent de nos propositions d'il y a 2 ans, mais je crois que c'est aujourd'hui une dimension qu'on ne peut pas oublier. Et si on devait refaire, et probablement qu'il faudra le refaire, le document, il n'y a rien à enlever, mais il y a peut-être des choses à rajouter. Alors, le premier axe, on vient d'en parler, c'est la régulation européenne du droit du travail au service des compétences et de la justice sociale. Alors, je ne vais pas revenir sur la proposition 2 qu'il y a d'être illustrée, c'est adapter les droits des travailleurs à l'évolution de l'économie numérique. Le petit débat que vous avez eu sur y a-t-il une présomption d'indépendance ou une présomption de salariat est tout à fait illustratrice de ce sujet. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est sur ce terrain-là, pour ça que j'y reviens 2 minutes, c'est sur ce terrain-là que c'est principalement de développer l'Europe sociale, puisque
l'intuition de Jacques Delors, et c'était de dire la libre circulation peut créer des formes de dumping social. Alors au début, c'était principalement sur les conditions de travail, après c'était sur les conditions de rémunération, etc. Et ce qu'on appelle l'Europe sociale, c'est principalement d'éviter que la concurrence qui est introduite par la libre circulation ne conduise à des formes de dumping social, d'où le sujet qu'on a abordé tout à l'heure. Et on avait ajouté aussi une idée qui avait été je ne sais plus si c'était dedans, qui avait été développé par un certain nombre d'acteurs, qui était d'avoir une sorte de système de réassurance de l'assurance chômage au niveau européen. Et alors, je voudrais dire qu'il y a aujourd'hui dans les chantiers qui sont un peu en plan au niveau européen sur ce terrain-là, il y a la question de l'actualisation du règlement de coordination de la sécurité sociale. Et ce n'est pas sans lien avec tout ce qu'on vient de voir. Bien sûr, il y a ce sujet de l'assurance chômage. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de projet sur la table, mais ça reste un sujet. Je sais, pour en avoir parlé avec le président de la CES il y a quelques mois, Laurent Berger, je sais que ça reste une préoccupation. Mais il y a aussi d'autres préoccupations, alors qui sont un peu loin de l'économie numérique, mais pas toujours, sur la question des travailleurs transfrontaliers et surtout sur la question du détachement, hein, sur lequel, d'ailleurs, il y a eu des missions importantes. Il y en a eu une récemment de l'Inspection générale des affaires sociales dont je suis membre, donc je ne peux pas en parler parce que j'ai une obligation de réserve, mais ça montre que ce sujet reste important. Et cette question du détachement n'était pas très présente quand on a fait le travail. Et je pense que ça fait partie des sujets qu'on pourrait réinvestir, au-delà de ce qui vient d'être dit. Alors, le deuxième axe, c'était, je vais le développer un peu plus, c'était investir dans les capacités et compétences au service de l'employabilité de chaque Européen. Et c'est un peu le cœur de nos propositions, en fait, c'est de développer une logique d'investissement social sur l'ensemble. Alors, on en a parlé sur les travailleurs sans emploi, sur les personnes en situation de handicap, sur l'éducation, et puis évidemment, mais ça sera l'objet du colloque de vendredi, sur la petite enfance. Ce que je voudrais retirer de ce chapitre, de cet axe-là, et je pense que là aussi, on pourrait prolonger la réflexion qu'on avait eue à l'époque. Tu m'excuseras d'actualiser, mais je pense que c'est aussi l'objet voilà. On avait proposé la création d'un fonds européen d'investissement social. Je me demande si finalement, c'est pas plus davantage par l'outil réglementaire qu'il faudrait inciter, voire même obliger les systèmes de sécurité sociale nationaux ou de protection sociale, parce qu'en France, la sécurité sociale, ce n'est pas tout à fait, c'est pas le champ de la protection de la sécurité sociale au niveau européen. Par exemple, l'assurance chômage au niveau européen fait partie de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas en France. Mais peu importe, je parle plutôt de la sécurité sociale au sens européen, c'est-à-dire des activités de protection sociale obligatoires, hein, d'agir plutôt par la réglementation. Alors, il m'est venu une idée en relisant, donc je la soumets, c'est un peu la règle du jeu, hein, c'est de se dire, finalement, j'ai été confronté à ça quand je dirigeais la mutualité française, on a mis en place des directives assurance avec des obligations de solvabilité pour l'activité d'assurance. On a mis en place des directives bancaires avec des obligations prudentielles pour les activités bancaires. Pourquoi n'essaierons-nous pas d'engager, c'est un nouveau chantier, des directives sur la protection sociale qui, au-delà de la coordination, ferait en sorte que, comme sur les activités d'assurance, on essaye de voir comment on couvre les risques, comment sur les activités de protection sociale, on couvre cette dimension d'investissement social dans chacune des dimensions de protection. Parce que moi, j'ai longtemps pensé qu'il faudrait harmoniser les systèmes de sécurité sociale. On n'y arrivera jamais. L'exemple de l'assurance chômage en est une illustration. Mais pourquoi ne pas avoir au niveau européen une réglementation qui impose, chacun des États membres à regarder dans quelle mesure et avoir un niveau minimum d'investissement social dans ces activités de protection sociale. Je crois qu'on pourrait aujourd'hui, j'avais en tant que directeur général de la CNAF et avec France Stratégie, on avait fait un gros travail sur comment on peut apprécier la dimension d'investissement social d'une activité de protection sociale. Pourquoi ne pas aller là-dessus? Puis le troisième axe, c'était dynamiser les territoires en développant le pouvoir d'agir des citoyens. Et en le relisant, il y avait évidemment, et ça reste très présent, la possibilité d'agir au niveau local, notamment à partir de l'utilisation des big data, enfin des data, pour créer des dynamiques de ce qu'on appelle
le pouvoir d'agir, ce qui est une dimension justement de l'investissement social. Je crois que c'est un sujet sur lequel j'ai un peu réfléchi depuis qu'on a écrit ça. Et je pense qu'il y a une dimension qu'on n'a pas suffisamment. Alors, je suis arrivé un peu en retard tout à l'heure, vous étiez en train d'en parler, mais qu'on n'a pas suffisamment analysé dans les datas. C'est la dimension de commun que constituent les datas. La donnée individuelle, je pense que vous en avez parlé parce que j'ai l'impression que la donnée individuelle, elle n'a d'intérêt que pour moi et pour l'organisme qui me rend un service. Mais à partir du moment où on met des données en commun, il y a une valeur ajoutée. La multiplication des données, ce n'est pas la division du travail qui fait la valeur ajoutée, là, c'est la multiplication des données qui fait la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, aujourd'hui, il faut être clair, elle est appropriée, je vais prendre un langage marxiste, mais c'est un peu à ma culture aussi. Cette valeur ajoutée, elle est appropriée par, en gros, les GAFAM. Et on voit bien que les alternatives du côté des pouvoirs publics. Moi, j'ai participé à la mise en place des bases de données de santé comme directeur de l'ACNAM et de la MSA, là, pour reprendre. On voit bien qu'elles sont sous-utilisées parce qu'il y a. Et je me dis qu'il y a un terrain, puisque je suis attaché aux idées mutualistes, il y a un terrain pour des gestions mutualistes des données et que c'est quelque chose, on l'avait développé au niveau territorial, au niveau local, mais alors, c'est le problème du Covid long. Je cherche le nom de la prix Nobel qui a travaillé sur la question des communs. Ostrom, non, ça. Elle dit bien qu'il faut différents niveaux, y compris jusqu'au niveau mondial, de gestion des communs. Je pense qu'il faudrait qu'on ait une analyse du même type sur cette question des communs. Puis je vais terminer sur ce qui était presque absent de notre réflexion. On l'aborde dans l'axe 3, c'est-à-dire la santé. Je pense que la crise Covid a montré qu'on ne pouvait pas se limiter à une Europe de la santé qui aujourd'hui est principalement une Europe des médicaments. Le seul sujet sur lequel il y a une gestion européenne, c'est le médicament. Ça marche plutôt bien, mais ce n'est pas suffisant. On a même vu sur les vaccins que même si ça marche bien, il y a quand même encore des choses à faire. Et alors là, ce n'est pas avec le plus important, c'est avec un autre think tank qui s'appelle Sauvons l'Europe, où j'ai participé à un appel, c'était en mars, je crois, pour créer une union de la santé, une Europe de la santé qui soit une union de la santé. Et alors, je pense que là, il y a beaucoup de sujets, bien sûr, il y a l'approvisionnement en médicaments, il y a un sujet extrêmement important quand on compare avec ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est que la capacité d'investissement collectif de l'Europe dans le secteur du médicament et notamment des vaccins, il n'est pas à la mesure, c'est le barda aux États-Unis. On n'a pas l'équivalent de ce fonds d'investissement qui permet de faire, là pour le coup, un partenariat public-privé et qui a permis aux États-Unis de développer plus rapidement que nous un certain nombre de produits. Alors évidemment, les Allemands ont été plus rapides que Sanofi, mais bon, mais on voit bien qu'on n'est pas. Et puis il y a aussi la question des biens souverains qui est apparue à ce moment-là. Bon, tout ça sont des sujets importants, mais si on parle du sujet du numérique, je pense que là aussi, on voit bien que la gestion des datas est importante. Et alors, il y a notamment un point qui était pour moi un vieux dada, les datas, c'est un vieux dada, c'est le suivi post-AMM. C'est-à-dire que, alors c'est vrai pour les vaccins, c'est vrai pour les produits de santé en général, on n'a pas aujourd'hui un bon suivi de ce qui se passe, de la vie réelle des médicaments ou des produits. Alors là, sur le vaccin, on le fait bien, on le fait davantage parce qu'il y a une telle inquiétude, il faut le lever, mais c'est récent et c'est là où j'avais lancé ça quand je dirigeais l'ACNAM, là encore, mais d'avoir d'une systématisation des suivis post-AMM à partir des données de santé. Parce qu'en fait, les essais cliniques, ce sont des essais, c'est un peu ce que fait Esther Duflo en matière d'économie, c'est-à-dire avec ou sans, hein, c'est en double aveugle, mais ça ne dit pas la vie réelle du médicament. La vie réelle du médicament, elle est très différente de ce qui se passe dans les essais cliniques. Et donc, alors, il y avait évidemment la pharmacologie, c'est-à-dire les effets, mais aussi la pratique, l'utilisation réelle des médicaments. On avait à l'époque essayé d'utiliser les données de SNIRAM. Et ça, c'est quelque chose, on l'avait mis dans la réflexion, c'est quelque chose qu'on pourrait utilement communautariser parce que les effets, alors bien sûr, il peut y avoir des effets nationaux. Il y a des particularités françaises qu'on ne trouve pas ailleurs, mais la plupart du temps, l'effet d'un médicament sur un corps humain, c'est à peu près la même chose qu'on soit allemand, belge, français, italien, etc. Bon.
Et donc, le fait de le faire au niveau européen, ça aurait du sens et ça permettrait aussi de renforcer la politique de médicaments. Alors, je le dis parce qu'il y a aujourd'hui un paquet Union Santé qui a été déposé par la Commission, qui ne va pas aussi loin, bien sûr, que tout ça, mais c'était quand même… Enfin, je voudrais le noter parce que c'est un progrès. C'est un progrès. Il y a une consultation en cours sur le sujet. Alors, c'est notamment sur le médicament. Et je pense qu'on pourrait, il n'y a pas encore trop tard pour intervenir encore dans la consultation sur ces sujets, notamment sur l'utilisation des données pour avoir, j'ai parlé des études post-AMM parce que c'est mon dada, mais il y a bien d'autres domaines sur lesquels on pourrait utiliser davantage l'économie numérique dans le domaine de la santé. Voilà une relecture, après 18 mois un peu difficile, une relecture du travail que nous avions fait ensemble, et malgré mon absence un peu trop longue à mon goût. Et vraiment content d'être revenu parmi vous. Merci Daniel. Je vais maintenant passer la parole à Int. Voilà, merci beaucoup Int de nous rejoindre. Peut-être tu peux nous parler 2 secondes de tes 2 casquettes, de fondatrice et CEO de WeMind et pareil pour indépendant.co, et ensuite réagir un peu à ces propositions et nous dire plus largement peut-être quelles sont tes perspectives sur en quoi l'Europe peut bâtir une réponse aux défis sociaux du numérique. Voilà, une Europe sociale du numérique. Très bien. Merci beaucoup pour votre invitation, Mathias. Alors, je vais d'abord commencer par dire que j'ai 2 activités. WeMind, qui est une entreprise qui fait des services notamment d'assurance pour les entreprises et les indépendants. Un métier dans lequel on est amené à bien connaître les questions de protection sociale obligatoire et complémentaire. Et donc, d'autre part, je suis cofondatrice de indépendant.co, qui n'est pas le premier syndicat d'indépendants, puisque je pense qu'il en existait déjà auparavant, certains depuis plusieurs siècles. Donc, je ne voudrais pas leur voler leur ancienneté. Nous, on est un syndicat qui est pour le coup plutôt récent, parce qu'on existe depuis début 2020 et qu'on est donc dédié aux indépendants, quel que soit le statut juridique et surtout quel que soit le métier. Du coup, je rebondis, j'ai lu votre note, la note qui a été brillamment expliquée à l'instant sur l'Europe sociale du numérique. Alors, et je vais peut-être vous donner quelques insights de ce que nous, on peut voir chez indépendant.co et de ce qu'on a pu constater dans ces activités-là. Alors, déjà pour dire que une des conviction profonde qu'on a, c'est que ouvrir ce sujet-là qui sont directement concernés, c'est-à-dire les indépendants au sens large. Moi, je suis très opposée au fait de dire il faut, par exemple, construire un statut spécifique pour les travailleurs de plateforme parce que ceci ou cela, ce serait très différent des autres métiers, etc. C'est faux. Un salarié reste un salarié, un indépendant reste un indépendant. Et donc, il faut que ce soit directement les personnes qui s'expriment pour pouvoir porter leur vision des choses et comment elles veulent voir les choses évoluer. Dans ce contexte, je vais peut-être d'abord faire un petit détour sur la décision de la Commission, le rapport de la Commission européenne de la semaine dernière, qui est un rapport qui tourne beaucoup sur la question du statut. Et quand on parle du statut des indépendants, des salariés, etc., en fait, il y a des gens qui pensent que le statut, c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut défendre les statuts et puis une fois qu'on a défendu les statuts, tout sera réglé. Et puis il y a des gens qui vous disent non, non, mais le statut n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est la protection sociale ou que sais-je. Donc je suis en désaccord avec les 2 positions. C'est-à-dire que le statut est important quand on est dans la situation actuelle. Pourquoi? Parce que de votre statut dépendent vos droits et que les droits, ce n'est pas un détail. Donc aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, le statut est très important. Et à cet égard, je trouve que le rapport de la Commission européenne a vraiment un mérite qui est celui de mettre en lumière les problèmes qui sont posés aujourd'hui par les statuts. Alors avec une réponse qui, en tout cas, pose des pistes de réflexion qui, je pense, vraiment méritent d'être étudiées.
Ensuite, par rapport à la question des indépendants plus spécifiquement, aujourd'hui, c'est très simple. Quand on est salarié, on a des droits. Quand on est indépendant, qu'on passe par une plateforme ou pas, on en a beaucoup moins. Et ça, c'est un peu le fond du problème. Et c'est le fond du problème pour un peu tous les indépendants. Et donc, c'est à peu près ça. Enfin, pour moi, c'est ça le sujet central. C'est la question des droits des indépendants. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation où l'indépendant, et je vous parle, on est mi-décembre 2021, on est en pleine cinquième vague du Covid. L'économie est durement impactée par le Covid, évidemment. Les entreprises sont en train de se réorganiser, se restructurer pour faire face à ça. Les salariés sont en reconversion, formation, sont couverts par Pôle emploi. Et les indépendants, c'est dans toute l'Europe et pas qu'en France. Ce sont ce sont les personnes qui sont les moins considérées en termes de protection sociale. Et d'ailleurs, j'ai été, pour le coup, particulièrement interpellée par la proposition que vous faites dans votre rapport sur l'Europe sociale du numérique, qui est de dire pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une assurance chômage européenne qui interviendrait notamment en cas de crise économique. Et effectivement, on voit bien qu'en cas de crise économique, les banques centrales se mobilisent notamment pour sauver les entreprises. Par contre, pour les individus, eh ben, il y a 2 poids, 2 mesures entre les salariés et les indépendants. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple qui est quand même intéressant, les États-Unis, qui ne sont pas un pays connu pour être particulièrement social, ont délivré des aides Covid qui étaient de même montant pour les salariés et pour les indépendants. Alors, je ne dis pas que ça ne veut pas dire que je fais la promotion du modèle américain, loin de là, mais en tout cas, il y a eu un certain mérite d'équité qu'on n'a pas vu en France, puisqu'en France, les indépendants, c'était, enfin les aides Covid, c'était jusqu'à 4 500 € pour un salarié et jusqu'à 1 500 € pour un indépendant qui n'était pas dans les fameuses listes, notamment sur l'événementiel et le tourisme. Donc, on voit bien que les indépendants, aujourd'hui, c'est un vrai sujet et que pourquoi aujourd'hui, l'Europe, qui se veut sociale, n'interviendrait pas sur cette question, notamment de l'assurance chômage. Alors après, ce que j'ai peut-être raté dans votre document, c'est la question du financement, parce qu'on ne sait pas comment ce sera financé, mais là, pour le coup, quand on adresse un sujet de cette ampleur, il y a une question effectivement de financement. Mais en tout cas, je trouve que votre rapport a vraiment le mérite de poser ce problème, de le poser à l'échelle européenne et d'admettre qu'il y a un besoin général de tout individu de pouvoir voilà, se maintenir en activité pendant une crise économique, pouvoir rebondir, pour pouvoir retravailler, pour pouvoir regagner sa vie. On peut avoir besoin de ce filet de sécurité de façon provisoire. Et, donc, ça serait en tout cas un excellent projet à mener. Ensuite, je voudrais parler, donc ça c'est pour la question des indépendants, donc de manière générale, hein, sur les droits des indépendants. Et maintenant, je voudrais revenir un petit peu à la question qui a été largement évoquée par Hervé Novelli, le ministre Hervé Novelli tout à l'heure, concernant les travailleurs des plateformes, la position de la Commission et les travaux en France. Et là aussi, j'ai un avis qui est quand même assez, où je suis assez partagée. Pour pas mal de raisons. C'est qu'en fait, on a beaucoup sur la question des travailleurs de plateforme, ramené la question des travailleurs de plateforme à leur protection sociale. Ce qui déjà est une chose qui est fausse. Il existe des problèmes de protection sociale, comme je viens de le dire, sur l'ensemble des travailleurs indépendants. Ça n'est rien de spécifique aux travailleurs de plateforme. Qu'ils soient par ailleurs indépendants ou salariés, ça n'est pas du tout spécifique. Donc les questions de protection sociale sont des questions qui concernent bien tous les indépendants. Et alors après, on a aujourd'hui quelque chose qui est, et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il y ait tellement de réticences et que la Commission européenne, d'une certaine façon, a un peu tapé du poing sur la table, c'est qu'aujourd'hui, il y a des problématiques qui sont quand même importantes concernant les travailleurs de plateforme, qui est la relation d'équilibre qui peut exister entre le travailleur, l'individu travailleur, et la plateforme, la plateforme qui peut être une multinationale, par exemple. Et donc, quel est le rapport entre les deux? Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a beaucoup
d'enjeux à voir, les enjeux de rémunération, les enjeux de données, les enjeux de déconnexion. Et par rapport à tous ces enjeux qui sont extrêmement importants, celui qui est toujours ramené sur la table, c'est celui de la protection sociale, alors que ça n'est pas le plus important. Et surtout, dès lors qu'on a un modèle économique où nous avons des indépendants, un indépendant, c'est quelqu'un qui cherche d'abord à se construire une sécurité économique avant de se construire une sécurité sociale qui doit relever, pour le coup, des régimes notamment obligatoires et de la réglementation. C'est-à-dire que même les régimes complémentaires gagneraient à être réglementés. Et donc, ces travailleurs de plateforme, si on prend les sujets par ordre d'importance, donc la rémunération, les données, les conditions de travail, si on prend d'ailleurs, si on ajoute à ça les critères qui ont été apportés par la commission, la possibilité de se constituer sa propre clientèle, etc., eh bien aujourd'hui, ces problématiques-là ont été très mal traitées aujourd'hui par les plateformes. Je parle à l'instant T, hein, je ne parle pas de ce qui pourrait être fait à l'avenir, mais je parle à l'instant T, où nous avons constaté beaucoup de choses qui sont des manquements ou des incidents, c'est-à-dire par exemple des baisses drastiques de rémunération. On a constaté aussi pas suffisamment de prise en compte de la sécurité des travailleurs. On a constaté par ailleurs des garanties de protection sociale qui soit sont inadaptées, soit créent de la dépendance sociale. Et donc, aujourd'hui, on est face à une situation dans laquelle il faut apporter de la clarté, dans laquelle il faut apporter de l'équité, de l'équilibre et du dialogue. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable. C'est là où il faut effectivement, et je pense que c'est une très bonne nouvelle, qu'il y ait des organisations comme l'API qui défendent la nécessité d'un dialogue. Maintenant, encore faut-il définir de quel dialogue il s'agit. Si c'est un dialogue pour définir la question de quelle complémentaire santé les travailleurs vont avoir, comme le prévoit un article du PLFSS, on est en train de passer complètement à côté du sujet. Pourquoi? Parce qu'on ne traite pas les sujets majeurs, qui sont ceux notamment de la rémunération et de l'avenir économique des travailleurs, et qu'à côté de ça, on traite d'un outil très particulier qui est un outil de dépendance sociale. Alors, je vais expliquer juste en 2 minutes en quoi consiste la dépendance sociale. La dépendance sociale, ça consiste à dire à quelqu'un, eh bien, vous allez travailler avec nous, vous allez avoir un contrat qui est un contrat commercial, hein, ce n'est pas un contrat de travail, c'est donc un contrat commercial, un contrat de prestation. Ce contrat de prestation, il ne garantit rien du tout, c'est-à-dire qu'il garantit simplement que voilà, on travaille ensemble de temps en temps, mais sans aucun engagement. Hein, on est vraiment dans l'union libre. Il peut s'arrêter bien sûr à tout moment, ce fameux contrat. La personne, elle est censée être indépendante, donc en plus, elle peut avoir d'autres contrats à côté. Mais on lui rajoute une petite condition en lui disant, vous allez avoir une partie de votre rémunération qui, au lieu de vous être versée, une partie de votre chiffre d'affaires, au lieu de vous être versée, eh bien, elle va servir à financer votre couverture sociale. Et une fois qu'on a dit ça, on va rajouter, pour maintenir cette couverture et pour qu'elle soit conséquente, eh bien, il va falloir y avoir des objectifs de chiffre d'affaires, parce qu'on ne va pas pouvoir payer des couvertures sociales à des gens qui ne travaillent pas. Mais bien sûr, ça peut s'arrêter n'importe quand. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des personnes qu'on va placer en situation de dépendance sociale, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas protégées par le Code du travail, elles ne sont pas assurées de aucun volume d'activité, ni d'un revenu, ni etc. On va donc leur verser une partie de leur rémunération au lieu de leur verser en cash, eh bien, on va l'utiliser pour mettre en place de la protection sociale de façon à les rendre dépendants, mais on va pouvoir expliquer ça comme étant une avancée sociale et des droits nouveaux pour les travailleurs. Ça, c'est quelque chose auquel je suis tout à fait opposée. Je pense que ça ne respecte pas l'indépendance des travailleurs, ça ne respecte pas leurs intérêts et ça ne permet pas d'avoir un système qui est viable à long terme pour l'ensemble des indépendants, puisqu'on ne peut pas, pour l'ensemble des indépendants, créer comme ça des situations dans lesquelles on crée de la dépendance. Donc, si je résume le sujet, eh bien, donc sur les 3 points. Le premier point, c'est que le statut aujourd'hui est un objet de débat important. Donc, les droits ne sont pas équivalents entre les travailleurs salariés et indépendants. Deuxièmement, il y a une nécessité à l'échelle française, à l'échelle européenne,
de développer les droits des indépendants, au sens large, sans forcément le faire au niveau des plateformes. Troisièmement, la protection sociale, qui est un sujet certes important, ne doit pas faire l'objet d'un tiers statut de fait pour des travailleurs de plateforme, et que l'Europe gagnerait à faire, donc, à travailler sur cette question de la protection sociale rattachée à l'individu, et elle gagnerait aussi, aujourd'hui, quand on parle de dialogue social, à mener des négociations à l'échelle européenne, directement avec certaines plateformes. C'est quelque chose qui aurait du sens. Voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions sur le… C'était sûrement plus des questions pour Monsieur Lenoir. La première, c'est la RGPD n'est-elle pas un frein au croisement des fichiers interadministration? Il y en a plusieurs ou parce que… Oui, et la seconde… Pendant ça, je réfléchis à la réponse. Et la seconde, comment expliquer que des plateformes privées comme Doctolib deviennent des outils incontournables pour gérer des questions de santé, données personnelles sensibles, et comment encadrer ces plateformes privées? Alors, je ne veux pas forcément répondre précisément à la question, mais dire ce qu'elle m'évoque. J'ai enlevé ça. Indirectement, c'est des pistes de réponse. Alors, je vais commencer par la deuxième. J'ai fait une étude il y a 2 ans là, avec Soprasteria sur justement le développement du numérique en santé. Et on avait vu l'émergence de Doctolib, qui a une stratégie qui est un peu celle des nouveaux pays industriels au début des années 80. C'est-à-dire qu'ils sont partis d'un point d'entrée qui est la touche finale, la prise de rendez-vous. Ils ont réussi à mettre en place un modèle économique sur la prise de rendez-vous du médecin. C'est très avantageux parce qu'une bonne part des recettes des médecins, enfin des médecins, mais maintenant des autres professionnels de santé, dépendent du respect des rendez-vous. Donc ça, c'est très efficace et donc ça permet de faire payer ça. Mais donc, et ça a très bien marché, si bien qu'ils sont aujourd'hui dans une situation de quasi-monopole sur cette fonction-là. Et progressivement, ils sont en train de remonter sur le poste de travail des médecins et effectivement constituer des données de santé. Mais il y a d'autres opérateurs, les GAFA ont aussi beaucoup de données sur notre santé. Et alors, pour l'instant, elles ne l'ont pas beaucoup utilisé, mais elles pourraient le faire davantage. Et moi, ce qui me frappe, je ne pense pas que le RGPD soit l'explication, c'est que le secteur public qui a énormément de données de santé n'arrive pas à les valoriser autant que ce que fait le secteur privé. D'où l'idée que je développe, c'est que ces données de santé, c'est la mise en commun des données de santé qui leur donne la valeur. Donc, c'est bien pour ça que je considère que c'est un commun et qu'il y a une appropriation, un peu comme aurait dit Proudhon, la propriété, c'est le vol, il y a une appropriation indue de cette valeur ajoutée par le privé et que donc ces fonctions-là devraient être, puisqu'il y a eu un mouvement de démutualisation dans les années 80 en Grande-Bretagne, là, ce serait l'inverse, c'est-à-dire de mutualiser ces fonctions-là parce qu'il n'y a pas de raison et on voit bien à quel niveau de profit ça peut faire. Alors, pourquoi Doctolib? Je l'ai expliqué, c'est-à-dire que c'est une stratégie. Moi, je suis admiratif. Hein. Quand je dis ça, ce n'est pas du tout une critique de Doctolib. Je vois les limites de ça, mais je suis admiratif sur la capacité d'innovation qu'a eu Doctolib sur ces sujets. Et ça s'est fait auparavant, mais bon, c'est un secteur qui a diminué sur justement les logiciels à destination des médecins. Moi, je l'avais vu, enfin, peu importe. Alors, je reviens sur la première question. Honnêtement, je ne pense pas. Le RGPD, il est quand même très protecteur. C'est une vraie innovation européenne et il faut y être attaché. Moi, j'ai eu à m'y conformer sur des activités. Ce n'est pas un frein. Mais en revanche, ce qu'il faut, c'est faire en sorte qu'il soit respecté, y compris par les opérateurs privés. Et je pense que ce n'est pas un frein plus que ça pour les opérateurs publics. C'est juste que bon, ça fait toujours peur parce qu'il faut faire des déclarations, il faut demander des autorisations, etc. Mais honnêtement, c'est normal. On est sur des données qui sont extrêmement sensibles, c'est normal. L'article 9 du RGPD qui définit les données sensibles, je l'ai relu beaucoup ces derniers temps. Il est très, très bien. Le problème, c'est qu'à mon avis, il n'est pas impliqué dans un certain nombre de secteurs et notamment, il n'est pas impliqué par les opérateurs extérieurs à l'Union européenne, mais qui interviennent dans l'Union européenne. Merci. D'autres questions? Très bien.
Peut-être tu voulais réagir sur ce qu'a dit Int. Je voulais réagir alors plutôt en tant que praticien pendant longtemps, maintenant observateur malheureusement, de la protection sociale. Je suis d'accord sur ce qu'elle dit sur le fait que la protection sociale des indépendants n'est pas suffisante. Bon, j'ai géré celle des agriculteurs qui sont aussi des indépendants. C'est moi qui ai mis en place l'assurance accident du travail, enfin la couverture des accidents du travail chez les agriculteurs. C'est un exemple parmi d'autres. Il y a aussi le problème des IJ, etc. Enfin, bon, le problème, c'est que ça coûte cher, quoi. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, pour ceux qui ont un emploi à la maison, s'en rend compte avec le CESU. On voit ce que coûte en protection sociale la part de l'employeur à la part du salarié, parce que dans le CESU, on prend les deux. Donc, ça coûte cher. Donc, à un moment donné, donc on ne s'en sort pas, et je suis d'accord aussi sur ce qu'elle dit, c'est-à-dire que derrière, il y a des questions de rémunération. Après, faire dépendre, je suis assez sensible, je n'avais pas pensé à la question de la dépendance. Ce n'est pas de la subordination, de la dépendance sociale, qui n'est pas de la subordination, mais de la forme de dépendance. Et je voudrais embrayer sur ce qu'on a dit, mais je ne retrouvais plus ce paragraphe là, sur l'assurance chômage. Effectivement, on avait essayé d'imaginer, mais alors la question du coût, elle n'était pas énorme. On avait utilisé des simulations qui avaient été faites par d'autres que nous, mais parce qu'on mettait en place un système de réassurance. Donc évidemment, en mettant en place un système de réassurance, ça coûte moins cher que d'être assureur direct. Bon. Ça nous semble. En cas de crise. C'est uniquement en cas de crise. Et c'est une réassurance. C'est-à-dire que l'Europe ne devient pas l'assureur, elle réassure les systèmes qui se retrouvent en situation de crise, face à un risque de pointe, pour parler comme les assureurs. Bon. Et alors, implicitement, il y a la réponse à la question que posait Inde. C'est-à-dire que si c'est un système de réassurance, ça couvre les assurances dans les pays. Alors, c'est vrai que les assurances chômage, en général, ne concernent que les salariés. Alors, j'ai deux observations à faire. La première, c'est que dans le programme de l'actuel président de la République, je ne sais pas ce qu'il mettra dans le suivant, mais dans le programme de l'actuel président de la République, il y avait une extension importante de l'assurance chômage aux indépendants qui n'a été faite qu'à la marge, il faut être clair. Hein. Et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à faire, c'est-à-dire que les systèmes nationaux couvrent beaucoup mieux les indépendants. Et on a vu, elle a raison, on a vu à l'occasion de la crise Covid que même si ce n'était pas suffisant, je ne savais pas qu'aux États-Unis ça avait été fait mieux, mais en tout cas, c'est vrai que ce n'était pas suffisant, mais que finalement, l'État a joué son rôle de réassureur en dernière instance, y compris vis-à-vis des indépendants, puisqu'il n'y a pas rien eu. Il n'y a pas eu peut-être assez, mais il n'y a pas rien eu. Et c'est vrai que, mais comme le fait de chômage partiel, alors ça ne vise que les salariés, mais ça vise aussi les entreprises, ça a été un système de réassurance extrêmement efficace, parce que ça a permis d'éviter un chômage de masse et après, avec les effets de cliquer dans l'autre sens, etc. Donc, tout ça pour dire que les terrains de réflexion auxquels elle nous invite me paraissent extrêmement importants. Bon, on peut avoir des nuances sur le détail, mais important et intéressant. Effectivement, je pense qu'il faut raisonner le statut des indépendants au-delà des travailleurs des plateformes. C'est un sujet général qui n'est pas nouveau et qui est devant nous parce qu'on l'a vu à l'occasion de la crise Covid, plus qu'avant. Parfait. Je ne sais pas si Int, tu veux réagir une dernière fois ou sinon on va conclure. Je ne sais pas, Jérémy, tu voulais. Non. Je ne sais pas. Ouais. J'ai encore la parole? Oui. Merci. Bon, je n'avais pas grand-chose à rajouter. Voilà, je rejoins toutes les observations qui ont été faites. Bien évidemment, la question, parce qu'elle est très actuelle, hein, si vous avez des indépendants autour de vous, les aides aux indépendants sont arrêtées depuis le mois de juin, alors que la crise économique a encore des conséquences. Ça n'est pas le cas pour les salariés. Les salariés qui, par exemple, ont perdu leur emploi, malheureusement, sont accompagnés par Pôle emploi. Ce n'est pas le cas des indépendants. La couverture qui a été mise en place au niveau national pour les indépendants suite on va dire, au programme du candidat Emmanuel Macron. Cette mesure, elle est extrêmement symbolique. Alors, elle va être un peu améliorée avec le plan indépendant là, qui est prévu en début d'année, qui va passer à l'Assemblée en tout début d'année 2022.
Ce sera donc une des dernières mesures du quinquennat, mais ça va quand même rester extrêmement modeste. Et d'ailleurs, cette garantie d'assurance chômage est tellement basse qu'elle n'a même pas été mobilisée pendant la crise. On a mis en place autre chose parce qu'on savait que ça ne fonctionnerait pas. Donc clairement, l'effet que l'Europe pourrait être assureur ou réassureur, enfin, je pense que les 2 sont les 2 pourraient s'étudier, mais c'est vrai qu'elle pourrait être que réassureur dans un premier temps. C'est un mécanisme tout à fait pertinent en assurance parce que ça permet de gérer le risque quotidien par les États membres et le risque exceptionnel par le réassureur. Donc c'est un mécanisme qui est tout à fait intéressant et qui pour l'instant n'a jamais été mobilisé de cette façon-là. Donc ça, effectivement, c'est intéressant. Et je fais une dernière remarque sur la question de la dépendance sociale. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est assez complexe à appréhender parce qu'il est nouveau. En fait, ça n'a jamais existé, la dépendance sociale, parce que, par exemple, une personne qui est salariée, qu'elle ait ses droits sociaux qui sont rattachés à son emploi, qu'elle occupe tous les jours en CDI, c'est-à-dire à durée indéterminée, ça ne pose pas réellement de problème. En plus, aujourd'hui, on a tellement de mécanismes de portabilité que finalement, la dépendance, elle est quand même toute relative pour les salariés. Et donc, c'est tout à fait dangereux d'introduire ce sujet de dépendance et ces mécanismes de dépendance sur une population d'indépendants. Et c'est pourtant, aujourd'hui, j'entendais M. Novelli tout à l'heure, c'est aujourd'hui une des pistes qui est ouverte par la France et qu'a priori, la Commission européenne part sur une autre piste. Et ça pose débat à juste titre, vraiment. Je suis content de cet échange avec Kim. Je pense que ça vaudrait le coup de le prolonger, mais je voudrais revenir parce que ça, c'est probablement un effet du Covid long et de mes pertes de mémoire, parce que j'ai perdu le fil de ce que je disais sur Doctolib. Parce que j'ai parlé du poste du professionnel de santé, mais ce qui me paraît plus intéressant et qu'on n'avait pas du tout vu il y a 2 ans quand j'avais fait l'étude en question, c'est je suis praticien de Doctolib parce que j'ai eu besoin de faire appel au système de santé et c'est effectivement très pratique. Et maintenant, Doctolib propose l'équivalent du dossier médical pour les gens pour récupérer ce que moi je voulais faire il y a longtemps à la CNAM, qui finalement n'a jamais vraiment vu le jour parce que le DMP, c'est un DMP à minima qui a été mis en place. Et Doctolib propose ça, dossier médical personnel, propose aujourd'hui à ceux qui se connectent, donc aux patients, de pouvoir déposer dans un dossier médical les ordonnances, les examens, etc. C'est exactement ce qu'on voulait faire, qu'on n'a jamais réussi à faire. Et donc, ça montre à quel point, bon, effectivement, là, et je ne pense pas que ce soit le RGPD qui soit à l'origine de ça, je pense que c'est fondamentalement, là, pour le coup, j'ai dit tout à l'heure que j'étais plutôt marxiste, mais je suis aussi schumpeterien. Je pense que la capacité d'entreprise à innover, est supérieur à la capacité du public, mais ce n'est pas le RGPD, puisque le Doctolib est soumis au RGPD. C'est juste que cette initiative, elle n'a jamais vu le jour parce qu'on est rentré dans des débats. Le DMP existait ou a été lancé bien avant le RGPD aussi. Oui, voilà. Oui, et puis ce n'est pas ça qui l'a bloqué. Non. Donc là, il y a vraiment à réfléchir sur la façon dont fonctionne l'économie publique nucléaire. Voilà, il est 16h tout pile. Merci à ceux qui sont venus. Merci à ceux qui nous ont suivis à distance. Merci à nos 3 speakers, Eke Ernst, Hervé Novelli et Intel Idrissi. Manifestement, sur ces sujets, il y a encore beaucoup à dire. Ce qui est important, c'est surtout que, pour en revenir au thème, bâtir une Europe sociale du numérique, qu'il y a après avoir longtemps donné l'impression d'exposer les Européens, l'Europe travaille sur plusieurs textes très importants sur les sujets numériques avec un potentiel de protection tout à fait novateur, après qui se discutent, mais en tout cas, il y a des textes très importants sur la table et donc on aura sans doute l'occasion d'en rediscuter. Merci à Digital Village de nous avoir accueillis, à toute l'équipe technique et les états généraux de la transition inclusive se poursuivent. Dès vendredi, nous avons rendez-vous au Palais du Luxembourg pour discuter de l'investissement dans les professionnels de la petite enfance, encore un thème qui t'est cher Daniel.
pour développer le potentiel de tous les enfants. Et ensuite, nous avons encore 7 manifestations au moins de prévues à partir de janvier, et ce jusqu'au mi-février, où la clôture aura lieu dans l'hémicycle du Conseil économique, social et environnemental le 18 février. Le président du CESE nous a d'ailleurs accordé son haut patronage pour ces états généraux. Merci à tous et à la prochaine. Voilà. Merci.